Bonjour à toutes et à tous, pardon. Merci de nous accueillir au défi de l'autonomie. Nous allons aujourd'hui évoquer avec vous, comme le disait Monsieur Lothman, la place des seniors dans la cité. Alors pour contextualiser un peu notre intervention, nous sommes élèves de l'EN3S. Il s'agit de l'école qui forme les futurs cadres dirigeants des organismes de sécurité sociale. Au regard de nos futures fonctions, nous sommes amenés à réfléchir à des enjeux de la protection sociale comme le grand âge et le bien vieillir. Ces sujets sont discutés régulièrement à l'école et chaque année, l'école organise des trophées d'innovation. Au cours des trophées d'innovation, on discute des sujets. Nous, on a eu à discuter du sujet sur l'habitat intergénérationnel. Plutôt que de nous concentrer sur l'habitat intergénérationnel, on a décidé d'élargir notre réflexion autour du lien intergénérationnel. On s'est rendu compte qu'il existait beaucoup de choses, mais surtout que le lien intergénérationnel ne se résume pas à réunir deux générations dans un même espace. On le voit assez souvent, et nous, on l'a vu quand on a commencé notre recherche, il y a énormément de crèches qui s'installent dans des EHPAD, et finalement, quand il n'y a pas un vrai projet qui est mené derrière, ça fonctionne moyennement bien. C'est ce qui nous a amené à proposer au cours de notre projet des pistes innovantes pour renforcer le lien autour d'un projet commun. Je ne vais pas rentrer dans le détail et je vais maintenant laisser la parole à Édouard qui vous présentera le projet. Merci Leïla. Alors effectivement, la phase de diagnostic nous a conduit à réaliser des entretiens pendant l'été et à définir notre approche. Nous avons en effet eu l'opportunité de nous entretenir avec des personnalités qualifiées d'horizons divers, telles que la CARSAT Rhône-Alpes, l'OSPA ou encore Monsieur Lothman. Et il en est ressorti en particulier deux choses. D'une part, c'est que la cohabitation intergénérationnelle, c'est une solution impliquante qui est souvent le fruit d'un processus complexe qui peut dérouter les néophytes. Et puis, d'autre part, ce qui semble ressortir dans la réussite des initiatives intergénérationnelles, c'est l'ingénierie de projet, c'est-à-dire la co-construction d'un projet par toutes les parties prenantes dans un esprit gagnant-gagnant. Et c'est pourquoi nous avons choisi de constituer une sorte de boîte à outils permettant d'informer et de présenter les initiatives existantes. L'idée étant qu'à partir d'initiatives d'actions du quotidien qui ne présentent pas a priori d'engagement excessif ou en tout cas trop important, l'on se dirige progressivement vers des actions davantage impliquantes telles que l'habitat intergénérationnel. Et pour cela, pour mobiliser en faveur de ce lien intergénérationnel, nous avons retenu 3 objectifs dans une logique de parcours. Le premier, intéresser. Le deuxième, informer. Le troisième, s'engager. Merci Edouard. Donc, dans le cadre de ces trophées de l'innovation, atteindre ces 3 objectifs, pour nous, ça s'est traduit par une recherche sur la forme de notre présentation. Vous ne nous entendez pas ? Sur la forme de notre présentation. C'est au travers donc de vidéos courtes et dynamiques qu'on a pensé atteindre ces objectifs. Et il faut que je parle... Oui, pardon, le grand âge, c'est vrai. Alors, non, je plaisante pas. Donc, je disais, pardon, on a travaillé sur la forme, l'innovation par la forme aussi, et au travers de vidéos courtes et dynamiques. Pour nous, les vidéos, elles ont demandé un travail aussi d'organisation, puisqu'on en avait 7 à construire, et on les a organisées comme sur ce graphique, super PowerPoint, qui montre que la première vidéo que vous allez voir, qu'on va vous montrer après, elle cherche justement à intéresser les publics. On a pensé que les publics les plus éloignés, c'était les jeunes, et qu'il fallait prendre les codes esthétiques et de langage de ces publics que l'on pense éloignés. Cette structure en poupée gigogne, elle consiste donc en une première vidéo qui, elle, débouche sur un choix laissé au spectateur entre 2 vidéos qui, elles, vont remplir l'objectif suivant et ainsi de suite. Les 2 vidéos suivantes vont remplir le 3e objectif que l'on s'est fixé.
comme c'est un travail collaboratif et que c'est centré sur l'habitat intergénérationnel, ce projet il a vocation à être alimenté avec d'autres projets, d'autres vidéos, mais aussi on a pensé cette architecture comme un outil et on a écrit une note, une procédure à destination de tout à chacun qui souhaite attirer, rendre son projet plus attractif. Et donc on a à disposition une procédure. Je vous propose donc de regarder la première vidéo qui cherche à susciter l'intérêt. Salut les abonnés! Vous avez été beaucoup à me demander de présenter mon chez-moi. Donc là, c'est mon salon, là-bas ma chambre, et là c'est la chambre de mon coloc. Il est super sympa. Bon, il est encore rentré un peu tard hier soir, il adore faire la fête. Moi je mets des boules caisses, mais ça marche pas très bien contre le bruit. Donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bon allez, on va le voir? Ah, j'entends du bruit. À mon avis, il doit tourner une vidéo pour sa chaîne. On va le déranger un petit peu. Et si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un commentaire en bas de cette description. Eh oui, c'est une colocation intergénérationnelle. Ici on est deux, mais il y en a d'autres dans le quartier. C'est vraiment super bien puisqu'on a tout le temps quelqu'un pour nous tenir compagnie. Mon colocataire cuisine super bien, il m'apprend plein de recettes et tous les jeudis soirs c'est karaoké. Mais est-ce que vous saviez qu'en 2050, une personne sur 3 aura plus de 60 ans? J'ai appris dans cette revue que j'ai lue ce matin. Mais comment on va faire? Moi je peux pas accueillir tout le monde chez moi. Et donc, si vous souhaitez vous emparer un peu plus du sujet, à la fin de la vidéo, vous avez un QR code qui vous emmène directement sur d'autres vidéos. Merci à tous pour votre attention. Eh bien, merci à vous et on reste un peu en contact avec vous parce que, comme hier, on va vous charger de réfléchir à des questions au fur et à mesure de l'avancée de notre table ronde et puis vous nous interpellerez pour poser vos questions aux conférenciers, aux panélistes qui vont venir me rejoindre maintenant. Et donc, j'invite les participants à la table ronde à venir s'installer à côté de moi. Donc, Véronique Chirier, qu'on va présenter tout de suite, Monsieur Roman de Keolis, Frédéric Garlot de la CNAV et Rémi Bouvier du groupe Aesio. Voilà, installez-vous où vous voulez, il n'y a pas de placement particulier. Très bien. Allez. Merci beaucoup. Donc, la place des seniors dans la cité, quand on a construit un peu le programme de ce défi autonomie, de ce 16e défi autonomie, on s'est dit c'est important de s'inscrire dans des réflexions qu'on voit de plus en plus fortes sur comment on va au-delà de ce qui a été dit hier sur le décloisonnement. Un des constats centraux, c'est le médical, le médico-social, le social, les différentes approches qui sont dans ce pays extrêmement cloisonné et qui ne permettent pas aux acteurs de se parler. Mais finalement, le bien vieillir, la transition démographique, le fait que en 2050, plus du tiers de la population française sera retraitée, que le nombre de personnes de plus de 85 ans va doubler d'ici 2050, ça doit nous interpeller largement au-delà de la question simplement des spécialistes, et que pour bien vieillir, pour gérer cette transition démographique, on a besoin de repenser l'ensemble de modes de fonctionnement avec des approches territoriales, avec des approches coordonnées et en faisant travailler ensemble des acteurs qui viennent d'univers extrêmement larges, extrêmement différents. Et c'est un peu cette notion d'écosystème favorable au vieillissement qu'on a voulu essayer d'aborder, d'approcher en tout cas ce matin. Et on va commencer avec vous, Véronique Chirier. Donc vous êtes universitaire, vous êtes directrice du TASDA, vous allez peut-être nous expliquer ce que c'est. Et on voulait commencer avec vous pour poser le cadre un peu de cette question de l'écosystème favorable au vieillissement. Donc merci d'être avec nous et je vous laisse la parole.
Merci bien. Alors, j'ai des supports. Si on peut passer sur ces contenus, parfait. Merci. Je mets le timer comme ça. Bonjour à tous. Donc, cette notion d'écosystème, effectivement, je vais aborder un petit peu ces éléments. D'abord, je vais prendre, pardonnez-moi, l'outil indispensable pour gérer les supports. Je me présente rapidement. Donc, effectivement, je m'appelle Véronique Chirier. Je suis directrice d'une association qui s'appelle TASDA, qui est basée à Grenoble et dont le métier, d'une façon générale, est de réaliser des expérimentations en vue de porter un regard constructif, critique et constructif sur comment pourrions-nous évoluer dans l'offre de prévention et soutien à domicile. Et donc, c'est dans ce cadre-là, notamment, que nous travaillons avec des acteurs locaux sur cette notion d'écosystème, parce qu'on trouve que c'est une notion qui est très intéressante. Et donc, je me propose ce matin de faire un peu le porte-parole d'une réflexion que l'on a portée avec l'Université Inter-Âge du Dauphiné, avec l'Alliance Université-Entreprises de Grenoble et avec un chercheur de l'Université Grenoble-Alpes sur cette notion d'écosystème. Alors, avant de parler d'écosystème, on va revenir sur le bien vieillir. Alors, un vaste sujet dont M. Lotman a apporté quelques éléments, même si je pense que je ne vous apprendrai rien. Je pense que c'est quand même intéressant de reposer quelques éléments de référence sur le sujet. Après, on aura cette notion d'écosystème, quelle en est la définition et pourquoi est-ce que ça peut nous être utile, voilà, quelles sont un peu les perspectives qu'il y a sur le sujet. Alors, pour démarrer, bien vieillir, de quoi parle-t-on? Là aussi, sans vouloir enfoncer les portes ouvertes, je trouve que c'est quand même intéressant de revenir sur des approches, notamment internationales, et dont une approche qui consiste à dire dans quel pays vieillit-on le mieux? Comment allons-nous mesurer ça, fondamentalement, de cette approche globale? Et donc, des universitaires ont travaillé sur le sujet et ont proposé donc 4 domaines à évaluer, si je peux dire, pour cette notion de qualité de vie, finalement, dans les différents territoires. 4 domaines liés à la sécurité des revenus, pour le premier, à l'état de santé, pour le deuxième, l'emploi et l'éducation, et l'environnement d'une façon un petit peu plus générale. Maintenant, si on rentre dans le détail, il y a un certain nombre d'indicateurs qui ont été retenus pour faire cette comparaison de la qualité de vie entre les territoires. Et donc, la première famille des indicateurs concerne, on va dire, le bien-être un petit peu général, où on voit qu'il y a toute la partie financière, on comprend bien, hein, couverture retraite, taux de pauvreté des personnes âgées, le PIB par tête, ça c'est vraiment très économique, et puis un bien-être relatif sur justement ce sentiment de sécurité qu'il y a derrière ces aspects financiers. Et puis la partie santé, et dans la partie santé, ils ont retenu comme indicateur l'espérance de vie à 60 ans, l'espérance de vie en bonne santé, ce qui est un indicateur différent du précédent, et puis là aussi quelque chose d'un petit peu plus qualitatif sur le bien-être, on va dire le ressenti par rapport à sa notion de santé. Le troisième domaine qu'ils ont retenu concerne donc l'emploi et l'éducation, avec l'emploi des personnes âgées. On sait que chez nous, l'emploi des seniors, hein, c'est un vrai sujet, puisque là, on part des 60 ans et plus. Hein, donc, sur le côté économique, il y a des choses à dire. Le niveau d'éducation, ils estiment aussi que ça fait partie de cette qualité de vie, effectivement, dans le cadre du vieillissement. Et puis, le dernier domaine, l'environnement, un peu plus large, avec la notion du lien social, de la sécurité physique, de la liberté civique et de l'accès au transport. Voilà. C'est un exemple qui a été donc travaillé. Et alors, bon, pour satisfaire votre curiosité, la France, où se situe-t-elle dans ce palmarès international? Je ne sais pas si c'est lisible, 16e place. Et donc, d'une façon plus générale, on va dire que sur le premier secteur économique, on serait au rang 2, donc plutôt très performant, entre guillemets, sur la sécurité des revenus. Sur la partie santé, au rang 31, et donc là, moins performant. Et c'est essentiellement l'espérance de vie en bonne santé qui est le sujet qui pêche, alors que l'espérance de vie en France est très bonne, on le sait. Là, par contre, le deuxième indicateur est particulièrement mauvais. Sur la partie emploi-éducation, c'est pas très bon non plus, puisqu'on serait au rang 41. Et sur la partie environnement, plus largement que ça, on serait au rang 15. Voilà, qu'importe les chiffres, j'ai envie de dire, mais en tout cas, cet effort de qualité de vie des personnes âgées doit permettre d'apporter aux politiques des éléments de comparaison et des indicateurs d'aide à la décision. C'est pour ça que ça a été fait, et c'est quand même intéressant, effectivement, à considérer.
Une deuxième approche différente sur cette notion d'écosystème et donc à quoi sert-il, cette fois-ci c'est une approche par les droits fondamentaux. Et là c'est donc une chercheuse qui s'appelle donc Rosa Kornfeld qui approche, on va dire, un peu des sujets connexes mais sous une forme finalement un petit peu différente. Alors on retrouve des éléments, par exemple éducation, formation, apprentissage tout au long de la vie. Hein, c'est des choses qui font écho à ce qu'on a vu tout à l'heure. Par contre, il y a des éléments qui sont exprimés en tant que tels. Typiquement l'égalité et la non-discrimination, l'agisme, voilà, c'est un point qui est effectivement mis en particulier en évidence. La non-violence, la non-maltraitance, la sensibilité de la société, la recherche sur le vieillissement. Voilà, c'est d'autres approches qui viennent finalement compléter ce qu'on a dit jusqu'à présent. Sachant que sur cette notion de droits fondamentaux, évidemment, on comprend bien que selon la situation dans laquelle on est, ils n'ont pas la même importance pour l'individu. Si on est en très bonne santé, on voit bien que l'emploi est un élément sur lequel on voudrait avoir des possibilités intéressantes. Si on est plutôt en situation de fragilité, c'est peut-être plutôt l'image sociale, l'inclusion sociale sur lequel on voudrait être plus attentif. Et si on est plutôt en forte dépendance, on pourrait peut-être retenir par exemple liberté de choix, l'accès aux soins, évidemment, qui sont des éléments plus importants. Voilà, donc quand on parle finalement écosystème du bien vieillir, c'est aussi des choses sur lesquelles il nous semble intéressant effectivement de porter une attention. Et puis, j'en citerai encore un autre, quand on parle d'écosystème, c'est de se dire, finalement, si on veut faire évoluer l'offre d'une façon générale, faisons-le dans un cadre de développement durable. Et on pense que cette notion des objectifs de développement durable, tels qu'ils ont été définis par l'ONU, sont également très intéressants. Alors, il y en a 17 d'objectifs que vous pourrez voir, et on retrouve des thèmes qu'on a vus jusqu'à présent, hein, l'accès à la santé, l'éradication de la pauvreté, c'était l'aspect évidemment financier. Je ferai juste un petit zoom sur l'objectif de développement numéro 17 qui s'appelle partenariat, dans lequel, quand on rentre un petit peu dans le détail, il y a des éléments qui font vraiment écho à notre sujet, notamment tout ce qui relève de notre capacité actuelle ou à venir, à faire travailler ensemble, notamment sur les aspects des modèles économiques, donc du financement, à la fois les politiques publiques, les politiques privées et les politiques qui relèvent de l'économie sociale et solidaire, donc le monde associatif, des coopérations qu'il y a derrière. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est mis en évidence dans ce cadre-là du développement durable, qui a beaucoup de sens, je trouve, dans le sujet dans lequel nous sommes. Et puis le dernier point, et je m'arrêterai là sur les aspects, c'est quoi bien vieillir, si je puis dire, c'est donc une approche que vous connaissez vraisemblablement, hein, développée par l'OMS, qui est donc la ville amie des aînés, qu'on connaît particulièrement en France par le réseau français, le réseau francophone, pardon, de la ville amie des aînés, qui a retenu donc ces 8 thématiques sur lesquelles finalement cela consiste à mobiliser plus particulièrement les collectivités territoriales, en partant plus particulièrement de l'échelle de la commune, de la ville, pour que dans les différents sujets, transport, habitat, on en reparlera tout à l'heure, vraisemblablement, on ait effectivement cette approche du senior dans tout ce qui concerne la vie de tous les jours et sur mon territoire et en grande proximité. Voilà. Donc, fort de tout ça, maintenant, parler d'écosystème et dire on va essayer d'animer localement sur un territoire dont on définira l'échelle, finalement, toutes les réflexions qui permettent effectivement d'avoir cette approche globale, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Alors, avant ça, c'est quoi un écosystème? Donc ça vient des aspects, on va dire, biologiques, hein, puisqu'au départ, la notion, le terme d'écosystème est sorti donc de ces recherches sur l'évolution, on va dire, de notre environnement biologique, en faisant le constat que finalement il y avait des évolutions à l'échelle vraiment microscopique où les êtres vivants, que ce soit faune ou flore d'ailleurs, on percevait qu'il y avait vraiment des complémentarités entre eux et des évolutions très cohérentes entre eux au regard des environnements naturels contraints, alors que ce soit la température, que ce soit l'humidité, hein, qui évoluait. Donc c'est parti de là. Ça a été assez rapidement repris dans le secteur économique avec cette notion d'écosystème d'affaires. Et ce qui est intéressant dans cette notion, dans cette définition, c'est que finalement on pose le fait que même si on est concurrent ou qu'on soit complémentaire ou non, on a tous intérêt à réinventer quelque part des modèles homogènes dans lesquels tout le monde retrouvera sa place, qui n'est peut-être pas la place initiale, mais retrouvera sa place.
place. Donc il y a une notion de coévolution ou de complémentarité. Il y a une notion de coopétition. C'est peut-être un terme que vous avez déjà entendu. Dans coopétition, il y a à la fois compétition et coopération. Et c'est la coopération qui prend le dessus. Vous avez peut-être entendu en ce moment des stations de ski, par exemple, qui organisent des séminaires pour se dire « et si demain, il y a moins de neige et il y a moins d'énergie, qu'est-ce qu'on devient ?» Et là, tout le monde travaille ensemble, y compris les compétiteurs, c'est-à-dire les magasins de location, admettons, qui sont concurrents dans une station, mais il faut qu'on se réinvente pour demain. Voilà. Et donc c'est ça un peu cette notion d'écosystème, c'est se réinventer tous ensemble pour demain avec, je dirais, la tentative, quelque part, de coopérer même si on est concurrent et d'avoir une vision globale. Alors, comment ça se représente ? Je trouve que le schéma le plus intéressant et le plus simple, c'est celui qui est affiché là, qui a été essentiellement développé dans le cadre de certains projets européens. Là, c'est un projet, c'est une ligne, on va dire, de soutien de l'Europe sur les thématiques santé, plus particulièrement, où on place évidemment l'usager au centre, ça a l'air évident, mais on verra évidemment que ça n'est pas tant que ça. Et derrière, voilà, c'est une façon de structurer de quoi est constitué l'écosystème, on va dire, du bien vieillir, avec les notions on va dire de décideurs politiques, si on démarre à ce niveau-là, avec les différentes échelles, nationales, régionales, départementales, métropolitaines, communales, bien sûr. Tout le secteur de l'éducation et de la recherche en tant que tel, le secteur académique, les financeurs, on comprend bien. Le secteur tiers, c'est essentiellement soit les associations d'usagers en tant que telles, on parlera après des professionnels, soit le secteur caritatif, c'est les fondations, par exemple la Fondation de France, que tout le monde connaît bien aussi, les professionnels en tant que tels, du sanitaire et du médico-social, vaste évidemment domaine, le domaine privé des entreprises, tout ce qui est apporteur de solutions, que ce soit dans le domaine du bâtiment, de la domotique, du numérique, voilà, des matériaux, bon, il y en a évidemment de multiples. Voilà, c'est une façon de structurer cette notion d'écosystème qui le rend quelque part assez lisible. Il y a une autre façon de le faire qui est moins lisible, mais que je trouve intéressante parce qu'elle essaye de superposer deux dimensions. La dimension de la diversité des secteurs concernés, avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, et une dimension, on va dire, relationnelle, avec au centre le côté micro, c'est-à-dire l'usager en tant que tel. Comment est-ce que lui-même s'approprie et évolue dans la bonne compréhension de la prévention et de son propre apprentissage pour bien vieillir, entre guillemets. C'est un cheminement personnel. Une notion un petit peu plus éloignée, mais très proche quand même, avec tous les professionnels ou les proches aidants qui sont en relation très régulière avec l'usager. Si on s'éloigne un peu, c'est ce qu'ils ont appelé la dimension mezzo, c'est-à-dire là aussi d'autres professionnels ou d'autres entités qui ont des relations moins régulières, mais quand même qui sont très présentes évidemment par rapport à la notion du bien vieillir, et une notion plus macro et là aussi plus éloignée. Voilà, c'est une autre façon de le représenter avec donc ces dimensions plus ou moins proches, on va dire, de l'usager. Et donc, sans vouloir tout décrire, cette notion un peu d'écosystème, j'ai mis en gras ce qui me semblait intéressant, c'est que fondamentalement, on essaye d'avoir des visions communes dans un écosystème. Avoir une même vision, c'est pas simple, on sait bien. Comment est-ce qu'on partage les mêmes ambitions et les mêmes priorités? Dans les écosystèmes d'affaires, ils parlent d'entreprises pivots, centraux. Quels sont les acteurs centraux pivots sur lesquels, effectivement, il faut bien qu'on s'adosse pour que les choses changent? La notion de dynamique ouverte, collaborative, tout le monde essaye de le faire, mais essayons de le faire avec l'ensemble des dimensions qu'on a vues jusqu'à présent. Les indicateurs pour le bien vieillir, les droits fondamentaux, les objectifs de développement durable, c'est tout ça qu'on essaye de mettre dans l'innovation. Et donc, il y a eu effectivement un premier travail avec donc un chercheur de l'Université de Grenoble pour essayer de définir cette notion d'écosystème du bien vieillir avec ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, où on est obligé d'être tous ensemble pour que ça marche et qu'on puisse effectivement trouver des offres nouvelles pour demain. Alors, maintenant qu'on a dit ça, pour la suite, qu'est-ce qu'on fait, évidemment, tout ça est un petit peu théorique. Alors, je ne vais pas reprendre tous les éléments, mais le fait, effectivement, que l'usager soit au centre, c'est une vraie question sur laquelle il ne faut pas qu'on lâche, ça c'est certain. Et dans chacun de les écosystèmes, je vais y revenir, comment est-ce qu'on s'assure de cette position centrale. On est dans un processus complexe, donc du coup, effectivement, il faut qu'on gère cette difficulté. Bon, au niveau multidimensionnel, j'avance.
je vais avancer jusqu'au point qui me semble quand même le plus intéressant et le plus important. Quand on parle de ces notions d'écosystème, donc concrètement, hein, vous l'illustrez par le fait qu'autour de vous, sur votre territoire, au niveau du quartier, ou au niveau de la commune, ou au niveau du département, voire au niveau régional ou national, il y a un certain nombre d'acteurs qui doivent couvrir tous les thèmes qu'on a vus tout à l'heure. Ce qui veut dire beaucoup d'acteurs. On a fondamentalement une problématique, si je peux dire, de volume d'acteurs. Et donc, faire un écosystème avec l'ensemble de ces acteurs sur un territoire qui est large, c'est une vraie gageure, c'est une vraie difficulté. Alors, quand on discute de ça avec le gérontopole, on se dit, waouh, au niveau Auvergne-Rhône-Alpes, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Et donc, de mon point de vue, d'ailleurs, c'est intéressant d'avoir des écosystèmes à des échelles lisibles, accessibles. Donc, plutôt sur des territoires, on va dire, géographiquement limités, de manière à ce qu'on puisse quand même travailler ensemble, et que derrière ces écosystèmes territoriaux, il puisse y avoir ce que j'appelle des têtes de réseau, pour qu'on puisse après animer des maillages de têtes de réseau et d'écosystèmes. Et là, probablement, ça peut fonctionner. Donc je prends quelques exemples, hein, que je connais plutôt en Isère. On a par exemple une association de bailleurs sociaux. Donc ce n'est pas tous les bailleurs sociaux qui sont autour de la table, mais la représentation par l'association des bailleurs sociaux. Et donc en fait, sur chaque territoire, il y a des têtes de réseau comme ça. Il faut qu'on arrive à travailler avec ces têtes de réseau pour qu'on puisse essayer de répondre aux enjeux que j'ai définis tout à l'heure sur les différentes dimensions de la qualité de vie et du bien vieillir, pour que, à la fois à l'échelle locale, les choses puissent bouger et qu'il puisse y avoir des innovations, mais qu'également ça puisse s'articuler à une échelle départementale, régionale, voire qui puisse remonter au niveau national. Donc c'est vraiment cette notion de tête de réseau et de maillage d'écosystème qui me semble intéressante à développer, à débattre, bien sûr. Merci beaucoup. Véronique Chirier, parce que c'était important de poser le cadre de la réflexion, et je pense que c'est une bonne introduction à notre table ronde. Ce qu'on a voulu au défi autonomie, c'est d'avoir à la fois une réflexion sur les enjeux et les problématiques, mais c'est aussi de montrer qu'il y a des solutions, des réponses, en tout cas des acteurs qui travaillent pour concrétiser. Et voilà, hein, qu'est-ce qu'on fait, vous disiez, une fois qu'on a posé le cadre de référence. Et alors, ça fait quelques années que dans Défi Autonomie, on a une prise de conscience que les acteurs de l'économie sont aussi des acteurs qui apportent des réponses. Mais je crois que c'est la première fois qu'on invite un grand groupe, en l'occurrence le représentant d'un groupe de transport, avec Keolis. Peut-être vous allez nous rappeler un peu quel est le métier et l'activité de Keolis. Et donc, Martin Roman nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Ça nous change un peu des acteurs, on va dire, classiques du médico-social. Comment, dans un groupe de transport, et de transport urbain, pas seulement, mais en tout cas dans un groupe de transport, je vais vous laisser expliquer, on a appréhendé cette question de la transition démographique, du vieillissement, du bien vieillir. On vous a invité parce qu'on sait que il y a un gros travail qui a été fait depuis quelques années au sein du groupe, et donc merci de partager avec nous un peu les questions que vous êtes posées et la méthode de travail que vous avez finalement adoptée pour traiter de ces sujets, et notamment avec qui vous avez travaillé pour réfléchir sur ces sujets du vieillissement. Merci beaucoup, bonjour. Gros challenge, gros défi. On n'a pas travaillé seul et on se pose encore plein de questions. On n'a pas encore les réponses à tout d'ailleurs. On est là-dessus, on reste très, très humble. Donc moi, je suis Martin Roman. Effectivement, je suis responsable prospective mode de vie mobilité du groupe Keolis. Keolis, c'est pas forcément un nom qui est forcément très connu, hein, puisque nous, on exploite des réseaux de transport en commun, métro, bus, tramway, pour le compte de collectivités dans le cadre de délégations de services publics ou de marchés publics, et donc essentiel. Genre, moitié en France, moitié à l'étranger. On peut faire du train, on peut faire du métro, on peut faire du bus. Dans la région, on est exploitant aujourd'hui du réseau TCL pour le compte du Citral. Hein, donc voilà, mais on a aussi des réseaux, des lignes régionales en partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, etc., etc. Donc effectivement, on a un panorama assez large et on fait effectivement aussi bien de la conduite et de la maintenance des réseaux, et on est pas mal en conseil aussi aux collectivités. Et c'est dans ce cadre-là d'ailleurs que depuis quelques années, en fait, au sein du groupe Keolis, on a une démarche qu'on appelle Kéoscopie, en fait, qui est une démarche assez large,
large, qui a comme ambition finalement de prendre le temps de décrypter, d'observer la société, de comprendre la société, de l'évolution dans le temps, et finalement les conséquences que ça peut avoir en termes de mobilité. Et c'est dans cette dynamique-là qu'on a mis en place donc, il y a 15 ans, qu'on essaye effectivement sur différents thèmes. On a travaillé sur effectivement les seniors, mais ça peut être, cette année on a travaillé sur les jeunes, 18-30 ans. Voilà, on travaille sur les problématiques de la diversité des rythmes d'emploi, par exemple, donc sur tout un tas de choses qui viennent finalement impacter la mobilité, mais pour nous faire prendre conscience et finalement nous sortir un petit peu des fois des idées reçues, puis aller au-delà peut-être des images médiatiques qu'on peut avoir sur certains thèmes et essayer de comprendre tout cela. Et donc par rapport à la partie des seniors, alors on est rentré au départ, les seniors pour nous c'est pas que les seniors, puisque je vais essayer d'avancer pour... Voilà, donc dans le cas de Kioscopie, on travaille avec plein de cabinets et effectivement par rapport aux seniors, on n'a pas travaillé seul dans notre coin, on a pas mal été accompagné avec Pierre-Marie Chapon qui est ici présent de VA Conseil, avec qui on verra un petit peu après, on a mis un certain nombre en place d'actions et c'est aussi grâce à ces choses-là et des personnes comme ça qui sont beaucoup plus professionnels que nous sur ces sujets-là qu'on peut effectivement essayer d'avancer, de nous ouvrir des portes pour essayer de participer finalement à la vie de la cité. Nous, notre rôle, on est effectivement que des facilitateurs de la mobilité dans un territoire au service de la cité. Voilà, donc on a effectivement un laboratoire d'analyse d'études, nos propres études, et puis des choses qu'on va chercher à droite et à gauche. Je vous montrerai quelques données tout à l'heure sur l'INSEE, qui sont aussi des choses toutes bêtes, mais qui permettent de prendre conscience un petit peu de l'état des lieux. Donc nous, simplement, on ne regarde pas uniquement finalement les seniors, on essaie d'avoir un regard effectivement croisé pour proposer une mobilité universelle, la plus universelle possible. J'avais là juste en écoutant l'intervention d'avant, ça me faisait juste penser, on mène des actions, par exemple, il y a 2 ans, on a mis une action à Lyon, en partenariat avec des personnes qui avaient des troubles du spectre autistique. Et cette idée-là, ce n'était pas de dire on va à des actions spécifiques pour les personnes qui souffrent d'autisme, c'est bien quelles actions on peut mettre en place qui vont faciliter la mobilité de ces gens-là, mais au bénéfice de tous finalement. Et c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel on est dans notre approche, et qui est une approche vraiment globale, et qui va englober aussi bien des personnes âgées, des personnes qui peuvent être malades, des personnes non motorisées, c'est aussi un enjeu très fort pour nous en termes d'acteurs de transport public, l'enfance, les adolescents, etc. Donc voilà, on essaie d'avoir un regard très, très, très large. Alors par rapport à la partie plutôt senior, on a plutôt orienté, et ça c'est avec Pierre-Marie Chapon qu'on avait effectivement mis en place 4 axes de travail. Alors je les ai organisés comme ça, je me suis demandé dans quel ordre j'allais vous les présenter. En fait j'ai trouvé que même si le plus important pour nous c'est l'offre de transport, parce qu'on est d'abord des acteurs de transport avec les défauts que ça pose, hein, parce que des fois on a des prismes et on ne s'ouvre pas suffisamment l'esprit. Je trouve que le premier acte, c'est d'abord former, sensibiliser. C'est d'abord ce qu'on a fait avec nos personnels. Donc avec VA Conseil, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a mis en place des formations pour nos agents commerciaux, donc les personnes au contact, pour expliquer, alors on était plus large, on était autour des fragilités, mais on a fait un zoom sur le vieillissement de la population pour faire prendre conscience de ça, parce que c'est vraiment en faisant prendre conscience des ordres de grandeur, des conséquences que ça peut avoir, de la réalité des choses, qu'on peut comprendre pourquoi, on va donner du sens à nos missions au quotidien, on va comprendre aussi pourquoi on doit agir et comment on peut agir. Et par rapport à ça, je vais vous mettre quelques illustrations pour montrer l'importance de faire prendre conscience. Moi, je donne souvent un chiffre clé. Alors là, c'est une carte, on voit une photo avec plein de profils de génération de seniors, mais on dit souvent, en fait, on veut traiter les seniors d'une manière homogène, alors qu'en fait, il faut regarder les seniors d'une manière diverse. Ils ne sont pas tous pareils. Il y a autant d'années, en fait, entre 65 ans et 85 ans, je prends 20 ans, qu'entre 3 ans et 23 ans. C'est-à-dire qu'en gros, on a l'impression des fois que dans notre métier de transporteur, ou dans certains de nos métiers, on veut catégoriser tout le monde dans la même case. Sauf qu'en fait, je suis désolé, quand on parle de jeunes, on ne traite pas un enfant qui est en grande section, qui a 5 ans, comme un jeune finalement qui est en fin d'année universitaire, voilà, en fac de médecine par exemple. Et des fois, on a tendance à catégoriser effectivement des personnes dans une catégorie. Et pourquoi je dis ça? Je dis ça simplement parce que si je prends un exemple sur la métropole de Saint-Étienne, j'ai pris le chiffre de Saint-Étienne, mais on pourrait l'avoir partout, hein, il est vrai quasiment partout en France. En fait, il y a plus de 75 ans et plus. C'est les chiffres de l'INSEE, hein, c'est pas moi qui les ai inventés. Hein. Il y a plus de 75 ans et plus, d'après le dernier recensement de la population, que de jeunes collégiens et lycéens domiciliés et scolarisés sur Saint-Étienne. Ils sont 30% de plus. Et ça, on ne le voit pas forcément. Et c'est vrai que, quand je dis ça, ça fait penser que, par exemple, à Lyon, parce que j'ai travaillé sur le réseau urbain de Lyon, on a 200 lignes de juniors direct. On a 200 lignes tous les jours spécifiques au transport scolaire des jeunes. Est-ce qu'on a des services dédiés aux personnes âgées? Point d'interrogation. En tout cas, je ne sais pas s'il en faut. Mais en tout cas, ça doit nous interroger sur effectivement la place qu'on accorde à ces problématiques-là. Et quand je vois ce chiffre-là, j'aurais pu vous montrer le chiffre au niveau français, hein, alors je ne vous l'ai pas mis, mais moi je l'ai sous les yeux. C'est pareil, on a 14% de plus de 75 ans et plus en France que de collégiens et lycéens réunis. Alors qu'on a vraiment des fois une activité qui est monocentrée sur les jeunes, qui est monocentrée sur cette problématique-là. Et un autre élément que j'ai regardé, sur la ville de sur la métropole de Saint-Étienne, si on prend que les 65 ans et plus, il représente 86 000 personnes, c'est en gros la moitié de la population de Saint-Étienne. C'est juste pour donner un ordre de grandeur en fait, de l'importance de cette dimension-là, de ce périmètre-là sur lequel il faut qu'on fasse prendre conscience.
Et je trouve que c'est très important d'avoir en tête vraiment ces éléments-là. Pardon, je reviens un tout petit peu en arrière. Alors déjà, ils sont très nombreux. Et le deuxième élément qui est important aussi à avoir en tête, c'est que c'est ceux qui progressent le plus vite en termes d'évolution de population, en termes d'évolution démographique. Là, c'est vraiment encore sur la métropole de Saint-Étienne. Je regardais juste en 11 ans, entre 2008 et 2019, d'après les chiffres de l'INSEE, on a une évolution des plus de 60 ans, parce que j'ai pris les plus de 60 ans, de plus de 13%. Quand finalement les générations précédentes, finalement, elles diminuent, et on voit même les jeunes qui augmentent un petit peu, d'ailleurs c'est une tendance un petit peu française, mais voilà, on voit bien qu'ils sont d'abord nombreux, et en plus ils augmentent très fortement. Donc ça doit nous interroger sur comment on s'en préoccupe et avoir conscience de ces évolutions-là. Juste un autre élément aussi important dans le diagnostic, finalement, ça c'est une étude qu'on a fait avec l'agence d'urbanisme de Strasbourg, sur la mobilité des personnes, des seniors. On a des fois l'impression que les seniors ils se déplacent moins. En fait, peut-être qu'ils se déplacent moins dans le temps. On voit bien que les courbes bleues, les courbes rouges, elles diminuent dans le temps. Simplement, quand on prend un regard avec 10 ans d'écart, une photo il y a 10 ans, en fait, les gens qui ont 75 ans aujourd'hui se déplacent autant que les gens qui avaient 65 ans il y a 10 ans. Donc on voit que malgré tout, avec le temps, effectivement, avec les progrès de la médecine, avec les gens qui vieillissent peut-être mieux un petit peu plus tard, on voit qu'on a aussi un décalage dans le temps, finalement, de la problématique de la mobilité. Alors, je suis désolé, je vous dis nombre de chiffres, mais c'est important de faire prendre conscience. Et nous, notre première approche et notre première méthode en interne, c'est faire prendre conscience. Là, j'ai pris un petit exemple là, très spécifique au transport en commun. Alors, c'est un graphique un peu difficile, mais qui, derrière, est révélateur de quelque chose. On a regardé, c'est des choses qu'on regarde très rarement, c'est on regarde les données billettiques des réseaux, c'est-à-dire qu'on regarde les gens qui ont un abonnement de transport en commun. Et la CNIL nous autorise à les faire si on anonymise les données. Par contre, on est capable de suivre dans le temps un même individu, une même carte. Et en fait, on a regardé les abonnés du réseau de Lille. Ça, c'est le réseau de Lille. J'ai pris Lille parce qu'il y a plusieurs milliers de personnes concernées. En bleu, c'est les gens qui sont abonnés de plus de 65 ans. Ils sont 11 000, ils sont 12 000 précisément à Lille, donc il y a du volume. En vert, c'est les autres publics, c'est tous ceux qui ont moins de 65 ans. Donc là, il y a les jeunes, il y a les actifs, il y a différents profils. Et ce qui était intéressant dans cette courbe, c'était de montrer qu'au cours du mois, le chiffre que vous avez là, c'est au cours du mois, le pourcentage des abonnés, soit seniors, qui ont plus de 65 ans, soit les autres, qui auront utilisé le réseau de transport en commun de Lille, donc métro, tram ou bus, au moins une fois au cours du mois. Et on voit par exemple que les seniors, ils se déplacent beaucoup plus, finalement beaucoup plus que les autres populations en cours de journée, entre 9h et 16h. On voit que la courbe bleue est à 86%, si c'est ça. Donc il y a 86% des abonnés seniors qui vont au moins utiliser au moins une fois au cours du mois le réseau de transport en commun de Lille à un moment donné. Donc on voit aussi que nous, en termes de problématique d'approche de transport en commun, on a des fois un tropisme à vouloir s'occuper des scolaires, des heures de pointe, parce que c'est des moments où on est ébloui, où il y a de la foule, il y a des bouchons, c'est compliqué à gérer. Simplement, si on veut aussi se préoccuper des autres types de populations, dont les seniors, il faut aussi avoir conscience que c'est des personnes qui vont aussi se déplacer tout au long de la journée, dont aussi aux heures de pointe. Et je dis ça parce que des fois aujourd'hui, dans nos réseaux de transport en commun, alors il y a la crise des finances qui nous incite, ou qui des fois, les collectivités nous disent qu'il faudrait diminuer l'offre et faut faire des économies. On a des fois tendance à vouloir taper, entre guillemets, désolé du terme, mais supprimer de l'offre à ces moments-là. Or, en fait, on voit que si on veut avoir un réseau le plus inclusif possible et qu'on tienne en compte de la diversité des populations, il faut aussi faire attention à ces moments-là. Et j'ai fait le même exercice à Lille, c'est encore différent. C'est un truc un peu barbare, je suis désolé. En fait, je vais vous l'expliquer très simplement. En fait, en ligne, c'est une carte, chaque carte. Donc vous avez des milliers de cartes en fait, qu'on a regardées, et en colonne, c'est des jours de semaine. Et vous avez sur une période de 6 semaines d'analyse de données billettiques, on voit bien en fait, les jours de semaine qui sont bien noirs. Au milieu, quand c'est des courbes blanches, c'est souvent les samedis, dimanches. On voit qu'on a 6 semaines. Pourquoi 6 semaines ? On a 4 semaines de période scolaire et on a 2 semaines au milieu qui sont des vacances scolaires. Et ce qui est intéressant, quand on regarde les différents profils de validation des différents types de publics, on voit complètement à gauche en fait, les scolaires qui vont être pour partie là, pendant les 6 semaines. Donc il y en a qui partent pas en vacances scolaires, qui restent chez eux, qui se déplacent. On voit qu'il y en a tout un paquet qui sont plus du tout là en vacances scolaires, c'est le rond rouge que j'ai mis. Par contre, si vous allez tout à droite, les personnes âgées, en fait, finalement, la notion de vacances scolaires, elles ne connaissent pas. Et c'est intéressant aussi de se redire que finalement, notre approche d'offre de transport en commun, qui est la base, qui est la base d'attractivité pour permettre aux gens de se déplacer, il faut qu'on ait vraiment des réflexes de proposer des solutions toute la journée, c'est le graphe qu'on avait avant, mais aussi, même en période de vacances scolaires, il ne faut pas se dire que les gens ne sont pas là, il ne faut pas dire que les gens ne se déplacent pas. Non, quand on regarde vraiment spécifiquement les 12 000 abonnés de Lille, par exemple, on voit bien qu'il n'y a pas de notion de vacances scolaires, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc ça, c'était pour nous un point essentiel pour faire prendre conscience de la mobilité avant d'agir. Ça, c'était le point important. Et donc derrière, la deuxième action qu'on met en place, c'est effectivement des actions autour de l'attractivité, la diversification de l'offre. Alors, je vous ai mis quelques visuels. J'aurais pu mettre un visuel à Grenoble, par exemple, où ils ont un système de triporteur dans le centre-ville de Grenoble qui permet à des tarifs préférentiels pour les 75 ans et plus de pouvoir bénéficier de services de proximité. Donc ça, c'est peut-être des services qu'on pourrait imaginer demain continuer à se développer. La photo que vous avez, le vélo bulle, c'est à Chambéry, où il existe ce système-là avec un tarif privilégié pour les personnes âgées. Donc c'est assez intéressant de continuer à favoriser la mobilité des personnes, les inciter à marcher, parce qu'on pense aussi chez Keolis que la marche à pied est quelque chose d'important.
Et puis vraiment avec un regard de quelque chose qui est proposer des offres en continu toute la journée, comme c'est fait à Saint-Etienne, on met sur un bus, sur cette ligne, un bus toutes les 10 minutes toute la journée, et non pas des communications qui regardent que les offres en heure de pointe, parce qu'on peut avoir l'impression qu'il n'y a rien le reste du temps. Voilà. On propose par exemple dans certains réseaux aussi, alors ça les personnes âgées ne le savent pas forcément, après certains horaires le soir, après 22h par exemple à Lille, genre à Lille d'ailleurs, à Rennes, à Lyon, etc., la possibilité de descendre plus près de chez soi, voilà, pour aussi minimiser le temps de marche à pied ou pour rassurer les gens sur les déplacements qu'il peut y avoir. Donc on voit qu'on a un tas de solutions possibles. Le troisième axe qui est important, et ça on l'a développé avec Pierre-Marie Chapon aussi, on a eu plusieurs actions qu'on a fait avec lui sur la métropole de Lyon, c'est des actions d'information, de communication. On a fait régulièrement des conférences, ça c'est aussi important que nous, opérateurs, on aille aussi au contact des personnes non pas dépendantes, mais encore autonomes, dans des résidences autonomie, par exemple avec des CCAS dans les communes, pour expliquer la mobilité. Il y a aussi beaucoup de freins à la mobilité, beaucoup de gens qui n'osent pas sortir parce qu'il y a une méconnaissance des solutions, des tarifs, etc. Il y a des réseaux comme Agno, par exemple, c'est le réseau Rythmo en Alsace, qui va faire des sorties découvertes du réseau de bus pour expliquer, faciliter la mobilité en transport en commun. Voilà, je passe un tout petit peu vite pour ne pas monopoliser la parole. Et le quatrième temps, c'est des réflexions, et là-dessus il y a des réflexions, c'est beaucoup plus difficile parce que là il y a beaucoup plus besoin de coopération à des acteurs du territoire, avec des collectivités, avec des aménageurs, c'est comment on peut continuer à travailler sur le matériel roulant, comment on peut continuer à travailler sur le mobilier urbain. On sait qu'avec le vieillissement de la population, on a des fragilités qui augmentent, on a des affections longue durée qui augmentent, on a des gens qui ont besoin de se poser, comment on aménage plus de bancs dans les centres-villes, comment on fait de nos espaces d'arrêt de bus ou d'arrêt de tramway des espèces de lieux où on sait qu'on peut trouver de quoi s'asseoir, de quoi s'abriter, éventuellement des toilettes. On sait que les toilettes publiques, c'est aussi un problème dont on évoque rarement le sujet, mais les problèmes d'incontinence, ça en a besoin. Alors j'ai vu à Saint-Etienne, ce qui est bien, c'est qu'on met bien toilettes publiques gratuites, il y a de la visibilité, mais c'est pas vrai partout. Et quand on se déplace, il y a des gens qui se freinent à se déplacer. Ils nous le disent dans les vidéos qu'on a pu filmer dans nos entretiens, parce qu'ils ont peur de ne pas trouver de toilettes publiques ou de toilettes en cours de chemin. Donc ils n'osent pas se déplacer, ils restent chez eux. Ou alors ils vont plutôt prendre leur voiture parce qu'ils savent que sur l'aire d'autoroute, ils pourront s'arrêter, il y aura un truc. Par contre, dans le train, c'est pas sûr qu'il y ait, ou en station de tramway, c'est pas sûr qu'il y ait. Comment on peut travailler sur des écosystèmes comme ça collectifs, en partenariat avec des collectivités publiques, voire avec des partenaires privés pour autoriser l'accès autour de certains arrêts de bus, d'équipements pour les toilettes, pour faciliter la mobilité. Voilà. Et puis je pense qu'il y aurait toutes des réflexions aussi à avoir sur le matériel roulant, sur comment on offre plus de places assises dans les bus, comment on forme mieux nos conducteurs, il faut être clair, on forme mieux nos conducteurs à la vigilance et à la bienveillance qu'on a vis-à-vis des personnes âgées. Voilà. Des fois on fait trop l'erreur d'aménager le transport en commun en enlevant des sièges assis pour avoir plus de capacité, sauf que ça se fait finalement au détriment des seniors ou des personnes fragiles de manière générale qui vont dire j'ai plus de quoi m'accrocher quand je monte dans le métro ou j'ai plus de quoi m'asseoir. Donc comment vous pouvez faire ça? Et quand on leur pose la question, les personnes elles sont prêtes effectivement à avoir beaucoup plus de place assise que c'est le cas debout. Et un dernier sujet que je voulais ouvrir, sur lequel nous on voudrait, et c'est là où on pourra aussi avoir des coopérations avec vous, la CPAB ou d'autres partenaires. Il y a un angle mort un petit peu qui est peu visible aujourd'hui, et on essaie nous de mettre le point dessus chez Keolis avec Eric Charion qui en travaille dessus. C'est le problème des affections longue durée. Alors pourquoi on parle, alors pourquoi on regarde ça? Mais c'est vrai, quand on ouvre cette boîte-là, on se rend compte que ça concerne quand même quasiment un adulte sur 5, quasiment, en France, à peu près. Et puis surtout, ça augmente avec l'âge. Alors, il ne faut pas s'occuper que des personnes âgées. On voit bien aussi que même dans les jeunes générations, on peut avoir des personnes concernées. On a encore du mal à appréhender ce phénomène-là, les conséquences que ça peut avoir sur la mobilité, les conséquences en termes de chaud, de froid, de personnes qui peuvent faire des malaises dans les transports en commun, qui n'osent pas se déplacer. Donc pour nous, c'est aussi un enjeu phénoménal pour les prochaines années. Si on veut accompagner le vieillissement de la population, de pouvoir travailler en partenariat sur ces sujets-là pour mieux les comprendre, et puis peut-être comment on pourrait proposer des nouveaux services, adapter nos supports, nos arrêts, notre matériel, la formation des agents, pour qu'on prenne conscience de ça. Parce qu'on voit qu'il y a une explosion finalement de ces ALD, dont on maîtrise mal peut-être les conséquences, et on pense que là-dessus aussi, nous en tant qu'acteurs, on a encore notre part à jouer pour accompagner finalement la mobilité des citoyens, dont les seniors. Eh bien, merci beaucoup. Et rendez-vous est pris pour travailler avec l'assurance maladie sur ces sujets de mobilité aussi des personnes en affection de longue durée, qui peuvent être des seniors, mais qui peuvent aussi être bien au-delà. Alors, je me tourne maintenant vers Frédéric Garlot, qui est la directrice nationale de l'action sociale de la CNAV. Et si le président Jouve veut bien, je l'interrogerai aussi un peu au titre de l'interrégime. Le bien vieillir, la préservation de l'autonomie, c'est un peu le cœur des politiques d'action sociale des caisses de retraite. Depuis quelques années maintenant, l'action elle est tournée justement sur cette question de favoriser le bien vivre à la retraite.
en quoi, finalement, comme acteur, justement, du bien vieillir, vous intégrez les caisses de retraite dans le cadre de vos financements, de vos actions, cette dimension très large. Véronique Chirier, dans son introduction, nous montrait un peu en définition l'écosystème. Il y a le lien social, il y a la culture, il y a la mobilité, il y a le logement, enfin, il y a énormément de sujets variés. Et donc, voilà, on voulait entendre un peu la parole plus institutionnelle côté sécurité sociale, comment on a intégré cette approche un peu d'écosystème dans l'action sociale des caisses. Bonjour à tous et à toutes. Comment on a en tout cas intégré, c'est vrai que la branche retraite, déjà, elle a une identité, un ADN et une approche populationnelle des questions. Donc à partir du moment où on a cette approche populationnelle, on essaye vraiment de se placer à hauteur d'un assuré. Et donc finalement, à hauteur d'un assuré, à tous les âges de la vie, qu'on soit jeune ou moins jeune, il y a 3 grandes dimensions qui vont faire qu'on va plutôt vivre bien ou mieux, ou donc vieillir bien ou mieux. Ça va être ses habitudes de vie, ses conditions de vie et son lieu de vie. Évidemment, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire qu'il faut pouvoir travailler avec tous les acteurs qui vont permettre, sur ces grandes dimensions, d'agir et d'agir en proximité, puisque la force de la sécurité sociale, à mon sens, c'est d'être capable de concevoir des offres de services en direction du grand public, en direction des partenaires, en direction de ses clients internes, de pouvoir s'appuyer sur un réseau de caisses qui permettent de territorialiser et d'avoir une espèce de puissance d'action qui est de pouvoir décliner de manière intelligente en fonction de la configuration des territoires ces fameuses offres de services. Mais on voit aussi que dans cette approche populationnelle, on s'intéresse à l'identité des seniors. Et si on veut réussir cette transition démographique, il faut vraiment finalement se poser la question de qui sont les seniors d'aujourd'hui, quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs envies, quels sont leurs besoins. Et les seniors d'aujourd'hui, ce sont des retraités consommateurs, ce sont des retraités qui ont traversé une société qui a finalement conduit un certain nombre de révolutions sociales et sociétales qui s'inscrivent dans le temps rapide, dans le temps de la consommation des services. Et donc, si on veut trouver les réponses par rapport à cette transition démographique et à la mise en réseau des acteurs dans les territoires, le plus simple, en réalité, c'est de partir d'eux. Et si on part d'eux, on arrive à mettre en musique et on voit qu'autour de cette table ronde, finalement, on a chacun un petit bout de la réponse et que si on cherche à décloisonner par le haut, on n'y arrivera pas. En revanche, si on place le senior, le retraité, la personne âgée au centre et qu'on lui pose des questions sur ce qu'il a envie, quelles sont ses envies, quels sont ses besoins, quelles sont aujourd'hui les limites qu'il rencontre dans une société qui s'est développée socialement plutôt dans un rapport inversé où il y avait plus de jeunes. Là, sans doute, on trouvera la bonne manière de décloisonner et de mettre en réseau les acteurs. Et c'est vrai que sur ces points, moi j'ai été fortement sensibilisée par certains de mes collaborateurs. Moi, l'action sociale, c'est pas mon métier. Sur ces sujets, vraiment de se dire que sur ce retraité consommateur, comment on fait évoluer la politique d'action sociale, on l'a fait évoluer en fait vraiment en interrogeant ces seniors et en interrogeant plutôt les seniors qui sont les invisibles, donc on est la sécurité sociale, donc notre objectif c'est quand même d'essayer de réduire les inégalités sociales et de santé, en tout cas leur impact par rapport au vieillissement et par rapport à la préservation de son capital autonomie, mais en réalité c'est de son capital vie. Donc ça veut dire qu'il faut concevoir les évolutions et les réponses pour eux, mais surtout avec eux. Et avec eux et avec les professionnels ou les opérateurs qui vont pouvoir agir en hyper-proximité. Ça veut dire que nous, en tout cas là, depuis quelques années, sur notre politique d'action sociale, les évolutions qu'on conduit, on les conduit de cette manière-là, vraiment en partant et en mettant le retraité, le senior,
Au centre, je vais citer quelques exemples, mais je le disais, on veut travailler sur les conditions, les habitudes. En tout cas, on veut essayer d'apporter des réponses sur les conditions, les habitudes, les lieux de vie. Par exemple, on a une transition démographique, mais on a aussi une transition technologique. Donc ça veut dire qu'il y a un enjeu de se dire comment, notamment sur les générations des personnes âgées d'aujourd'hui et de demain, qui n'ont ni grandi, ni travaillé, ni parfois même rencontré leur compagne ou leur compagnon à travers les outils technologiques, comment finalement on réussit à ce que cette transition technologique ne creuse pas davantage les inégalités sociales et de santé. Ce n'est pas finalement en se mettant, nous, institutions, autour d'une table et en réfléchissant à ces questions qu'on va trouver les réponses. Donc, par exemple, ce qu'on a fait sur ce sujet assez majeur, c'est qu'on a regardé, on s'est dit, voilà, on a des acteurs qui sont des connaisseurs des sujets de fracture, comme le sont par exemple Emmaüs Connect et We Take Care. Donc, on s'est dit, on va travailler avec eux et on va aller interroger très directement les seniors sur leurs relations et leurs usages au numérique. Et typiquement, par exemple, ça nous a permis de se dire que dans les réponses qu'on construisait, il ne fallait absolument pas qu'on adopte la même démarche que les autres branches de sécurité sociale, c'est-à-dire qu'on entre plutôt par un prisme d'accès aux droits. Mais si on interroge les seniors et si on construit les réponses qui les intéressent eux, ça veut dire qu'ils sont plutôt intéressés sur comment la technologie va me permettre de rester en contact avec mes proches. Comment la technologie va me permettre de suivre une actualité. Aujourd'hui, ce sont les retraités, les premiers lecteurs de toutes les actus et infos en ligne. Comment, finalement, par rapport à ce qui participe de leur motivation de vie à la retraite, le digital ou l'autonomie numérique va leur permettre de satisfaire un certain nombre d'envies et de besoins. Et donc, ça nous oblige à construire une réponse qui est une réponse qui s'appuie sur ces différents leviers en porte d'entrée pour accompagner sur un parcours d'autonomie numérique et finalement, au bout du bout, effectivement, essayer de les faire adhérer à l'idée que, bah oui, mais la société, les administrations, les services publics se digitalisent et donc il faut aussi être capable, finalement, d'être en capacité de demander des droits ou de réaliser des démarches en ligne. Et ça nous évite de faire fausse route. Autre exemple, si on veut informer, sensibiliser sur les questions de prévention, finalement, on sait tous dans cette salle que la manière de plutôt vieillir dans des conditions favorables, c'est d'avoir une activité physique, de lutter contre la sédentarité, c'est évidemment d'avoir une alimentation et une nutrition qui est adaptée à sa biologie. Et puis, on est des animaux sociaux, donc c'est d'être dans de l'interaction sociale. Mais une fois qu'on a dit ça, finalement, si on n'interroge pas les seniors et les retraités sur la manière dont ils souhaitent qu'on leur parle, qu'on s'adresse à eux, et plutôt d'ailleurs dans une approche positive, on risque d'être dans un discours institutionnel qui ne permet pas de toucher et donc de générer des comportements modifiés, des comportements plus protecteurs. Donc typiquement, là, par exemple, on conduit en ce moment un travail qui vise à créer des messages d'information à dire d'experts. Donc on fait intervenir sur toutes les thématiques de prévention, notamment prévention santé, des experts de la nutrition, des experts de l'activité physique, etc. Mais on le fait au travers de défis où on va mobiliser des retraités volontaires. Et ces retraités, en fait, c'est eux qui vont être acteurs, finalement, de la réponse et qui vont s'adresser de manière très universelle à l'ensemble des autres seniors. Autre exemple, on a fortement, et je salue d'ailleurs dans la salle un acteur qui nous accompagne sur ces sujets-là, 95% des Français, même pas des retraités, veulent pouvoir vieillir là où ils ont décidé de vieillir, et souvent c'est dans le domicile qui est celui dans lequel ils vivent à un moment où ils sont interrogés. Donc si on veut pouvoir permettre
d'atteindre cet objectif, bah là aussi, comment on se met en situation d'apporter une réponse. Et là, nous, on est allé taper à la porte de la fondation qui est dans la salle représentée par son directeur Jean-Marc Blanc, qui est finalement une manière d'approcher les sujets en faisant du design social. Et donc, on s'est dit, sur ce virage domiciliaire que beaucoup d'institutions évoquent, comment, à notre humble niveau, on réussit à construire des réponses, mais qui sont les réponses qui correspondent réellement aux seniors, et comment on intègre ce fameux programme de l'OMS qui nous invite vraiment à changer le paradigme français, à même plus être dans le repérage des préfragiles ou des fragiles, mais à se dire qu'on bouleverse les paradigmes et qu'on va plutôt être dans une approche positive qui est on consolide les capacités. Du coup, c'est vrai qu'on est accompagné là depuis 2 ans. On a vu que finalement, si on voulait réussir ce pari, il y avait notamment les jeunes retraités qui sont en situation de précarité économique, qui sont donc très éloignés de nos sujets, qui souvent ont une faible maîtrise de la littératie en santé, sur lesquels, si on veut les inscrire dans un parcours de vie et dans un vieillissement actif en santé, il faut proposer quelque chose à la carte. Et là, avec la Fondation I2ML, avec le gérontopôle du CHU de Toulouse, qui est le centre collaborateur de l'OMS sur ce programme ICOP, on a vraiment décidé d'avoir une approche de design social et de réfléchir à la création d'offres avec les retraités et pour les retraités. Ça nous a conduit à travailler 2 sujets, à la fois un rendez-vous pour les jeunes retraités, mais qui n'est pas le rendez-vous des centres d'examen de santé, qui n'est pas le rendez-vous, qui ressemble un petit peu plus au rendez-vous instant santé de la MSA ou des centres de prévention de la GIRC-ARCO, mais construit avec ces jeunes retraités. Et on a vu en fait que typiquement, ils s'intéressaient, ces jeunes retraités en situation de précarité, ils s'intéressaient à la manière de vieillir, mais ils s'y intéressaient au travers de différentes thématiques qui sont des thématiques plutôt ressources, plutôt comment finalement je peux organiser mon quotidien dans mon territoire en accédant aux services, en accédant à la couverture. Pareil, les aides à domicile, les professionnels du domicile. Aujourd'hui, tous les rapports nous invitent à finalement les positionner au cœur de la réussite de cette transition démographique. Mais comment on les mobilise et on construit avec eux les réponses de demain? Typiquement, pareil, on a conduit finalement un travail minutieux avec des bénéficiaires de plans d'aide et avec des services d'aide à domicile volontaires pour réfléchir à la manière de à la fois améliorer la réponse, mais reconnaître aussi que ces professionnels sont un des leviers majeurs de la réussite de la transition. Donc on voit que finalement la Sécu, ce qu'elle sait bien faire, c'est de créer des offres de services et ensuite d'essayer de jouer un rôle d'assemblier pour que les collectivités territoriales en hyper proximité puissent avoir des réponses les plus décloisonnées possibles et des réponses en tout cas qui correspondent aux attentes et aux besoins des seniors et qui ne sont pas finalement pensées de manière institutionnelle et en chambre uniquement à partir de la littérature scientifique. Eh ben, merci beaucoup, super Frédéric, c'était vraiment passionnant. Et on voit qu'il y a finalement une grande cohérence entre l'introduction qui a été faite par Véronique tout à l'heure et les 2 interventions qu'on vient d'entendre avec des manières de réfléchir qui convergent. On termine cette table ronde parce qu'on est à Saint-Étienne et qu'à Saint-Étienne, le groupe Aesio a conçu un concept il y a déjà quelques années de cité des aînés. On parle de la place des seniors dans la cité. Ça nous paraissait important de revenir sur finalement un peu l'évolution aussi de l'offre d'accompagnement, de l'offre médico-sociale et comment, quand on est
plus dans la prévention primaire et secondaire, mais aussi dans la perte d'autonomie quand elle arrive. Comment les seniors qui sont en perte d'autonomie restent des citoyens dans la cité? Comment on peut trouver des politiques d'accompagnement qui restent dans cette approche d'écosystème du bien vieillir? Voilà, donc carte blanche à Rémi qui nous fait l'amitié d'être encore une fois avec nous pour nous parler un peu de l'innovation et un peu de toutes les initiatives autour de l'accompagnement de la perte d'autonomie. Merci Albert, et c'est de toute façon toujours un plaisir renouvelé. Alors parler de la Cité des Aînés, je crois que je ne ferai pas d'affront à la salle. Sur Saint-Étienne, tout le monde la connaît. Tout le monde la connaît parce qu'elle a été dans la presse locale et aussi dans la presse professionnelle. Et elle est portée par le groupe Aesio également, qui est très connu sur la région. En tout cas, c'est une mutuelle historique qui a germé dans cette région. Parler de la Cité des Aînés, c'est évoquer également ce qui vient d'être fait, l'ensemble des acteurs. On va retrouver les caisses de retraite, on va retrouver l'assurance maladie, on va retrouver l'ARS, on va retrouver les villes, on va retrouver le département, on va retrouver finalement tous les acteurs qui le constituent. Et du coup, j'en profite, c'est un véritable écosystème. Et quand on a voulu constituer la Cité des Aînés, on a travaillé sur l'écosystème. On s'est posé la question sur cet écosystème, sur finalement tous les paramètres de l'écosystème, comment travailler l'ensemble de ces paramètres. J'en cite un parce qu'il je commencerai par celui-là parce qu'il est plus commun, c'est la personne âgée citoyenne. C'est de se dire finalement, quand vous intégrez une maison de retraite, vous restez un citoyen, et surtout il faut que vous restiez un citoyen et que vous ne deveniez pas un patient. Voilà, le patient, ça va être quelques minutes, quelques heures parfois, quand c'est plus compliqué dans la journée, mais le reste du temps, vous n'êtes plus un patient, vous restez un citoyen à part entière. Et comment le faire vivre à l'intérieur de cette Cité des Aînés. Notamment, par exemple, sur les loisirs, on dit toujours qu'il faut amener des loisirs, il faut amener du sociétal à l'intérieur de nos établissements. C'est aussi de se dire que quand on commence à vieillir, souvent, on perd justement cette autonomie, on commence à perdre progressivement du tissu social. On va se déplacer un tout petit peu moins au cinéma, d'ailleurs on le voyait dans les transports, hein, la chute. On va aller un petit peu moins au cinéma, on va aller un petit peu moins au théâtre, on va aller un petit peu moins à l'opéra, et on va aller un petit peu moins à l'opéra. Par exemple, je vous cite un exemple qui est très concret, notamment pourquoi les hommes, après plus de 75 ans, alors pas tous, mais pourquoi vont-ils plus à l'opéra? Ils ne vont pas à l'opéra tout simplement aussi parce qu'ils ont des problèmes de prostate. Et que quand vous êtes à l'opéra, que vous avez un problème de prostate et que vous ne pouvez pas vous lever pour aller aux toilettes, vous ne pouvez pas déranger tout le monde, et bien au bout d'un moment donné, soit vous ne buvez pas, ce qui n'est pas bien du tout, soit carrément vous n'allez plus à l'opéra. Vous trouvez un prétexte, ouais, c'est difficile, je suis mal assis, je ne vois pas bien, j'entends pas bien. D'ailleurs, il y a un des jeunes tout à l'heure qui l'a fait remarquer, on n'entendait pas bien. Et je le traiterai aussi parce que ça fait partie de l'écosystème. L'acoustique à l'intérieur des établissements fait partie de ça. Donc, c'était de se dire, si on veut faire revenir de la culture, si on veut faire revenir de la société, il faut le travailler, mais il faut le travailler autrement. Et puis en plus, il faut aller à rebrousse-poil, parce que si on intègre des personnes qui ont perdu en autonomie, qui ont perdu cette vie sociale, comment leur faire retrouver? Et faire retrouver, ce n'est pas du tout pareil que conserver. Donc il y a un espèce d'effet de rétropédalage et d'amplification qui est particulièrement compliqué, puisque vous êtes souvent, quand vous commencez à avoir des handicaps, en situation de repli sur vous-même, repli familial et repli sur l'extérieur. On a travaillé sur cet écosystème, bien entendu, avec les acteurs locaux, les offices d'HLM. Ça fait partie également d'une part très importante de réflexion avec la ville et les transports. C'est de se dire, effectivement, quand vous êtes dans une maison de retraite, une EHPAD, une résidence autonomie, comment vous avez accès au transport. Et de plus en plus, ces reconstructions d'établissements deviennent des projets urbanistiques. Autant avant, c'était le terrain à l'euro symbolique qu'on nous donnait, c'était le pré à vache, alors vous m'excusez, hein, la petite caricature, qui était en périphérie de ville, qui coûtait pas cher, et puis finalement, hop, on construisait un établissement. Sauf que cet établissement-là, il était loin de tout, et surtout, il était loin de la famille, il était loin de la vie, parce qu'on ne peut pas forcément imaginer que toutes les personnes de l'EHPAD, ce n'est pas forcément elles qui vont se déplacer. Finalement, c'est la cité qui doit venir à elles, parce qu'elles ne sont plus en état de se déplacer. Alors qu'aujourd'hui, la réflexion, c'est plutôt de trouver un terrain de cœur de ville, proche des transports, proche des commerces,
proche en fait de la vie, proche des écoles, proche des maternelles, proche des lycées, proche des collèges, de telle façon à recréer cette vie sociale. Et en fait, l'idéal, hein, quand vous avez une EHPAD, un établissement, c'est que quand vous ouvrez les fenêtres, si vous donnez sur une cour de crèche, si vous donnez sur une cour d'école, ben c'est encore mieux que de faire venir une fois par mois des enfants à l'intérieur de l'EHPAD. Là, les personnes âgées s'installent et puis elles regardent jouer les enfants, comme elles les auraient regardés dans la vie citoyenne, en emmenant leurs petits-enfants, restant un petit peu à la grille de l'école pour les regarder faire. Et je crois que la Cité des aînés, ça a été ça. Ça a été l'analyse de l'écosystème et comment, thématique par thématique, on le fait. Nous avons travaillé également une conciergerie. Pourquoi une conciergerie? Parce qu'il a été dit, on est une société consumériste, vous l'avez dit tout à l'heure, et que les personnes, elles entendent encore consommer. C'est pas parce qu'on est en fauteuil roulant, c'est pas parce qu'on est complètement sourd ou aveugle qu'on n'a pas envie d'avoir une corbeille de fruits, qu'on n'a pas envie d'avoir son journal, qu'on n'a pas envie de se faire livrer une boîte de chocolat de temps en temps, qu'on n'a pas envie, parce qu'on accueille de la famille à l'EHPAD, qu'on n'a pas envie à ce moment-là de leur faire un cadeau et du coup de commander au moment de Noël des boîtes de chocolat et de les distribuer. Voilà, ça c'est important. On a poussé le concept très très loin en se disant, finalement, où est-ce qu'on reçoit la famille quand on est en EHPAD? Ben, malheureusement, la plupart du temps, quand les personnes reçoivent leur famille, c'est dans les chambres. Alors, il y a des petits salons aménagés, parfois les petits salons sont aussi occupés, on reçoit dans les chambres. Ben, qui reçoit sa famille dans sa chambre, chez soi? Personne. Non mais personne. C'est une évidence et pourtant on l'a imposé pendant des décennies aux personnes. On a créé une brasserie qui permet aux personnes de recevoir leur famille, de prendre un thé et également de dîner. Et c'est bien plus agréable que, plutôt que de s'enquiquiner dans la chambre de la personne âgée. Au bout d'une heure, tout le monde a envie de partir, et surtout si on vient avec des enfants. Là, finalement, bah, les enfants vont prendre leur madeleine, vont prendre leur jus de fruits et vont aller jouer sur les jeux aménagés dehors. Et la famille va pouvoir continuer à discuter autour finalement d'un bon repas, d'un verre, etc. Et du coup, également, cette brasserie est aménagée, évidemment, pour le handicap. Et on a noté que venait, grâce au transport aussi en commun, il y avait des bus qui amènent, c'est que les personnes en fauteuil roulant électrique se donnaient rendez-vous à la Cité des aînés, parce que c'était facile d'y venir, on se faisait déposer sur le petit rond-point, on rentrait parce que tout était de plein pied, et dans la salle de restaurant, il y a des tables rondes parfaitement aménagées pour qu'il y ait des fauteuils roulants tout autour. Du coup, on y vient avec grand plaisir. On a également réfléchi sur l'aménagement de la chambre et le mobilier. Et on a fait ces travaux-là, et vous l'avez dit également dans l'écosystème, en demandant en fait aux personnes âgées ce qu'elles souhaitaient. Donc avec l'École des Mines, on a créé, voici quelques années, le MedTech Lab, qui est un living lab de réflexion, et dans lequel on a invité des personnes âgées, des soignants. Alors les soignants, ça allait du médecin jusqu'au personnel d'entretien, pour discuter finalement de comment faire de l'architecture et qu'est-ce qu'on voulait comme architecture. Et vous savez que quand on demande aux personnes âgées, finalement, si elles veulent venir avec leurs meubles, c'est non. Et certaines nous disent, mais moi j'ai une commode Louis XVI. La commode Louis XVI, dans mon salon, avec mon parquet que j'ai entretenu à chevron toute ma vie, elle est belle, avec mes tentures, elle est belle, avec mes tableaux, elle est belle. Mais dans cette chambre d'EHPAD, c'est ridicule, j'en veux pas. Et elle a raison, et nous, ça nous arrange. Parce que derrière, c'est quand même une institution, avec de la sécurité incendie, avec du nettoyage, et on l'a vu en période Covid, à être en capacité de désinfecter les chambres correctement. Donc là aussi, c'est des paramètres. L'écosystème à nouveau, il y a l'écosystème sanitaire qui télescope l'écosystème de la vie personnelle. Du coup, ces EHPAD, on a réfléchi avec Lee Roset, qui est une grande marque de mobilier, comment faire un nouveau concept de chambre. Et du coup, nous avons aménagé des trames où on a du mobilier, un petit peu style étudiant Ikea, où on peut faire des modules. Des tas de modules, finalement, la chambre est aménageable. Et surtout, on peut mettre autant de tableaux qu'on veut sur ces trames. Et ce qui était important, c'est ces tableaux. Parce que, de façon habituelle, on interdit plus de 3 trous dans les chambres. C'est-à-dire, finalement, on vous donne l'occasion de mettre 3 photos, mais n'en mettez surtout pas plus. Voilà. Et donc, ça a été tout le travail de la Cité des aînés. Pour aller un tout petit peu plus loin, cette Cité des aînés, elle est totalement évolutive. Alors, je pourrais en dire encore des tas de choses, parce que on a travaillé l'acoustique, on a travaillé la texture, on a travaillé également le visuel, les cycles circadiens, etc. Mais on a voulu que ça soit évolutif.
Cité des aînés, c'est une marque. C'est une marque déposée et c'est une marque évolutive. Et nous en avons construit 2 autres et nous allons en construire 2 autres, notamment une à Privas et une à Tournon. Et ce qui est intéressant, par exemple celle de Privas qui est la plus avancée, elle est dans la ville de Privas, mais qui entoure un milieu rural. Et donc le modèle stéphanois de cœur de ville était un modèle qu'il ne fallait pas qu'on retienne. Et également qu'on tienne compte du virage domiciliaire. C'est-à-dire qu'on se dise, bah voilà, dans l'EHPAD, on accueille quelque chose qui est plutôt du patient lourd, et il faut que ça soit complètement connecté avec la ville et avec ce virage domiciliaire. Donc on a plus une réflexion aujourd'hui qui se tourne vers une plateforme, et là, à nouveau, je reprends ce que vous disiez, madame, on reprend un nouvel écosystème avec une réflexion pour lier le système bâtimentaire au système domiciliaire et regarder également si nous ne pouvons pas avoir des domiciles intermédiaires. Et c'est vrai que quand on dit il faut que la personne âgée reste à son domicile, dans le virage domiciliaire, qu'est-ce qu'on entend par domicile? Est-ce que c'est le domicile historique, qui est souvent très difficile à aménager, où vous retrouvez parfois le lit médicalisé en plein milieu du salon, ou finalement, est-ce que c'est un domicile qui est toujours dans la ville, qui n'est pas du tout en EHPAD, mais qui est d'entrée de jeu, aménagé pour accueillir la personne âgée? Gros avantage également en économie sociétale, c'est que quand vous aménagez un domicile qui n'est pas fait pour ça, vous dépensez beaucoup d'argent pour mettre une douche à l'italienne, des barres dans les toilettes, aménager la chambre, etc. Le jour où ce logement il est vendu, si c'est une famille qui intègre, ils n'auront plus du tout envie des barres dans la douche, ils n'auront plus envie des barres dans la chambre à coucher pour se relever. Donc, imaginez des logements aujourd'hui, c'est ce qu'on fait avec les offices, qui soient pérennes, qui soient dédiés au handicap, où l'infirmière, les pompiers, le médecin ont un digicode ou une clé numérique pour pouvoir rentrer, ou dedans il y a une dasserie pour les déchets, ou dedans il y a une cabine pour faire de la télémédecine qui permet d'avoir une consultation à distance. Voilà un nouvel écosystème que nous sommes en train de travailler. Donc le concept de cité des aînés va complètement évoluer. J'ai vu aussi tout à l'heure, juste 30 secondes, c'était la ville amie des aînés. Voilà. Nous avons travaillé le concept de cité avec ville amie des aînés. Merci. Merci. Bon, j'espère que vous êtes comme moi. On aurait aimé écouter chacun de nos intervenants pendant beaucoup plus longtemps. C'est un peu frustrant, mais on a approché un certain nombre d'acteurs différents, de types d'acteurs différents qui intègrent cette notion vraiment d'écosystème comme méthode de travail. Et c'était aussi pour montrer que les choses bougent, que les acteurs se remettent en question et qu'il y a des problèmes, mais qu'on est aussi beaucoup dans l'innovation, parce que l'innovation, ce n'est pas que l'innovation technologique, c'est aussi l'innovation dans notre manière de travailler. Alors, pardon pour les élèves de l'N3S que j'avais chargé de collecter quelques questions, mais je crois que là-bas, j'ai quelqu'un qui me dit « on est en retard, on est en retard ». Donc, on va faire rapide sur les questions. Allez, alors, 1 ou 2 questions? Alors, une première question rapide sur l'écoute des personnes. Alors, on a vu un petit peu la branche vieillesse qui parle de la manière dont elle associe les personnes à la réflexion. Une première question, concrètement, comment est-ce que ça se traduit? Et une autre question, pensez-vous que cette prise en compte soit suffisamment développée par l'ensemble des acteurs? Ok. Et il y avait d'autres questions? Tant qu'à faire, on fait la liste. Et une autre, de quel levier disposent les acteurs pour convaincre largement les acteurs qui ne sont pas spécialisés dans le vieillissement, pour les convaincre de prendre en compte ces enjeux dans leur mode de fonctionnement, qui ont par ailleurs leurs priorités propres? Merci beaucoup. Je vous remercie. Alors, bravo. Moi, je peux répondre en 2 mots sur le côté comment on fait. Ben, c'est simple. Là, c'est que quand une caisse de retraite, en général, écrit à des assurés avec un certain nombre de questions, il y a une vraie confiance. Et donc, on a souvent des taux de réponse assez importants, en tout cas, qui sont suffisamment représentatifs pour nous permettre de travailler les sujets à partir de la parole. Et puis,
Ce premier travail, une fois qu'il est fait, c'est assez classique comme méthode, hein, ce quanti. Ensuite, on va faire du quali, c'est-à-dire qu'on va avoir vraiment des entretiens, là, des formes de focus group pour creuser certains sujets de manière beaucoup plus qualitative et du coup construire des réponses avec eux, mais aussi avec les professionnels, évidemment, et ça nous oblige forcément à décloisonner. Donc, vous vouliez... Alors, Martin Roman, non, vous vouliez dire quelque chose? Non, moi j'avais juste une question à poser à Rémi, si je pouvais me permettre. C'était une interrogation que j'avais, qu'on se pose nous de temps en temps, concernant, en fait, j'ai eu l'occasion d'intervenir plusieurs fois dans des résidences autonomie, donc pas des gens qui étaient en EHPAD, mais plutôt des gens qui étaient encore autonomes. Et j'avais autour de moi une vingtaine de personnes, une quinzaine de personnes, et souvent celle qui était le plus en forme, c'est celle qui marchait tous les jours. Et donc ça m'interrogeait juste sur une question par rapport aux services qui sont proposés dans les établissements qui accueillent les personnes âgées, mais je dis bien qui peuvent se déplacer. Est-ce qu'il est plus pertinent de faire venir les services à elles, ou est-ce qu'il est plutôt plus intéressant de les faire sortir pour les obliger à marcher quelque part, les intéresser à marcher et aller vers ces services-là? Est-ce qu'il vaut mieux faire venir un coiffeur, j'exagère, dans une résidence autonomie, ou est-ce qu'il vaut mieux aller à plusieurs chez le coiffeur, parce que c'est aussi l'occasion de marcher? Pour l'interrogation. Voilà, c'était juste aussi une réflexion sur aussi l'écosystème et un peu tous ces enjeux-là qu'il y a autour de la mobilité, de la marche à pied, de la santé et de ces services aux seniors. Allez, Rémi, à cette question et aux autres. Vous avez la réponse, vous avez d'ailleurs donné la réponse à l'intérieur de votre question. Je pense qu'il justement, il faut s'adapter finalement au type de population qu'on accueille. C'est-à-dire, à partir du moment où on est tout à fait capable de se déplacer, il faut se déplacer. À partir du moment où on peut plus se déplacer, on amène le service. J'ai oublié de dire tout à l'heure, je crois que l'activité physique adaptée, c'est comme ça qu'on l'appelle, a vraiment pénétré à l'intérieur des établissements. On essaye à travers, je ne peux pas en dire plus longtemps parce qu'il faudrait du temps, sur la box des fragiles, finalement de faire du dépistage et finalement d'inciter les personnes à l'avance, quand on a un prédictif sur une perte d'autonomie, de leur dire à l'avance d'augmenter leur périmètre de marche. Mais vous avez tout à fait raison. Le danger, on le disait tout à l'heure, c'est de se substituer aux personnes et de penser pour elles, c'est-à-dire de décider qu'il est bon pour elles d'avoir le coiffeur là. Non, non, non. Qu'est-ce que vous préférez? Prendre rendez-vous au coiffeur ici ou prendre rendez-vous à votre coiffeur habituel? Et sur les groupes de travail, puisque la question a été posée, je crois que la grande difficulté est toujours d'avoir un panel représentatif. Tout à l'heure, on disait, bon, si on commence l'âge, par exemple, à l'âge de la retraite, on va dire à 62 ans, on n'aura pas du tout les mêmes attentes à 62 ans qu'on aura à 70, à 75, à 80, à 85, ou à 90, qui est quand même l'âge auquel on accueille aujourd'hui les résidents en EHPAD. Donc, quand on parle aussi de personnes âgées, soyons prudents d'avoir toujours le bon panel à interroger, de façon d'avoir une vraie représentativité de ce que sera la population de personnes âgées futures. Et le mot de la fin est pour vous. Ah, pardon. Non, j'allais juste du coup rajouter sur les deux questions. Donc le mailing, comme disait Frédéric Garlot, c'est vraiment, enfin les réseaux des caisses de retraite, c'est un outil très puissant, hein, clairement. Après, pour toucher les gens localement, il existe beaucoup d'associations d'usagers, donc ne les oublions pas et mettons-le au cœur de l'écosystème justement. Donc sur chaque territoire, souvent il en existe, et s'il n'en existe pas, peut-être qu'il faut les inciter à se développer. Ça, c'est une chose. Et après, comment est-ce qu'on incite les acteurs à y aller? Moi, j'ai envie de dire deux éléments. Le premier, on a quand même une réflexion de plus en plus sur de l'éthique, des droits fondamentaux, et de plus en plus de personnes sont attentives à ça pour justement considérer l'avenir sous cet angle-là. Et c'est pas pour rien que je parle de développement durable. Je trouve que c'est des choses qui montent en puissance, et tant mieux. Et après, de toute manière, il faut trouver du gagnant-gagnant, quoi. Du gagnant-gagnant avec monsieur le maire de la commune, du gagnant-gagnant avec l'entreprise, du gagnant-gagnant avec n'importe quel acteur économique. Donc à nous d'apporter les éléments qui permettent à chacun de s'y retrouver avec la bonne approche, hein, l'usager au centre, évidemment, comme on a dit, mais à nous de poser cet apport, cette plus-value pour chacun des acteurs de l'écosystème. Eh bien, il me reste à me faire le porte-parole de la salle pour remercier vraiment très chaleureusement nos 4 intervenants, et voilà que vous pouvez encore applaudir.